Ben voilà, bonsoir à tous et à toutes. Donc, comme je l'ai dit, je suis médecin du travail depuis 13 ans. Voilà. Et moi, je vais peut-être avant, parce que vous êtes devenu incollable sur le burn-out, je suppose, maintenant, moi, je vais prendre un peu de hauteur et vous parler du processus de réintégration. Parce que le processus de réintégration, vous verrez, c'est quelque chose d'assez nouveau, hein. On a parlé du ministre Peters, du ministre De Blok, donc c'est assez nouveau. C'est depuis 2017 seulement que celui-ci est entré en vigueur. Et parfois, il n'est pas encore bien connu. Mais avant d'en parler et avant de prendre un peu de hauteur par rapport donc, au burn-out et parler de la réintégration, je voulais quand même revenir sur les bases, à savoir de quelques idées reçues par rapport à notre métier. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On est dans un cadre légal aussi. Pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à la réintégration? Et donc là, on va parler des raisons qui ont amené le gouvernement à prendre cette législation ou à mettre cette législation en place. On verra que s'intéresser à la réintégration, d'accord, mais il y a quand même certains prérequis au processus de réintégration ou de reprise de travail. Voir ce qui existait avant 2017 et donc ce qui a changé. Et puis éventuellement envisager les procédures de recours. Alors, le rôle du médecin du travail, j'ai essayé de le synthétiser en une dia. La voici. Donc, l'idée, c'est de dire que tout travail, tout poste de travail comprend certaines exigences. Okay. Certaines exigences, pardon. Et le travailleur, même s'il est en burn-out ou d'autres maladies, a des capacités fonctionnelles. Et l'idée, c'est de mettre le tout en équilibre. Si vous avez un travailleur qui a des maux de dos et qui travaille à l'aéroport de Bruxelles National comme manutentionnaire cariste et qui porte des charges de 20 kg tous les jours, à un moment donné, ça ne va pas aller. Hein, vous en rendez bien compte. Donc l'idée, c'est d'essayer de retrouver cet équilibre. Quand l'équilibre est là, ben, tant mieux, je dirais. La personne peut continuer à fonctionner dans son travail. Quand il y a un déséquilibre, on essaie dans un premier temps d'adapter le poste de travail. Et si l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, alors à ce moment-là, il faut bien constater une inaptitude pour raison médicale. C'est le fameux C4 pour force majeure. Donc, est-ce que le médecin du travail peut contrôler si l'assuré est réellement malade, si le médecin traitant a émis un certificat d'incapacité de travail? Ben non. Nous ne sommes pas médecin contrôle. Le médecin du travail et le médecin contrôle, c'est deux choses différentes. Okay. Maintenant, s'il y a des absences répétées, on peut évidemment s'interroger sur les causes de ces absences pour savoir s'il y a un problème médical. Je pense par exemple à quelqu'un qui aurait un problème d'alcool et qui systématiquement le lundi matin n'est pas là. Ben vous pouvez, en tant que DRH, le renvoyer au médecin du travail. Voilà. Et donc nous, on va s'enquérir évidemment de savoir pourquoi il est absent tous les lundis matins, mais pas pourquoi il est absent ce lundi matin-là. Okay. Donc j'ai repris ici dans un petit tableau les différents médecins, les différents types de médecins. Donc le médecin du travail, le médecin contrôle, le médecin conseil de la mutuelle. Les rôles sont différents. Donc le médecin contrôle va forcément contrôler s'il y a l'incapacité du travailleur, ainsi que la durée. Hein. Avoir 3 semaines pour un rhume, ça n'a pas de sens. Okay. Le médecin du travail va, regarder les aptitudes du travailleur par rapport à son poste de travail. Et le médecin conseil de la mutuelle va juger du niveau d'incapacité. Est-ce que c'est plus de 66% ou moins de 66%? C'est ça son rôle. Okay, donc des rôles différents qui sont parfois malheureusement confondus. Alors si on s'intéresse, pourquoi s'intéresser à la réintégration au travail? Ben, j'ai repris ici des chiffres que Securex a publiés, puisqu'on fait tous les 2 ans un reporting en fait, de l'absentéisme au travail, et vous voyez, classé en fonction des durées d'incapacité, le taux ou les taux de personnes qui sont absentes au travail. Chaque jour, il faut savoir qu'en Belgique, il y a 7 personnes sur 100 qui sont absentes au travail. 7 personnes. Okay.
il y en a qui sont absents pour des raisons de courte durée, hein, vous voyez, de moyenne durée ou de longue durée. Et les derniers chiffres, les chiffres de 2018 et les chiffres de 2019 qu'on vient d'avoir, en tous les cas, montrent que pour ce qui est des longues et moyennes durées, ça a tendance à stagner, okay, à ne plus évoluer de manière significative à la hausse, okay, contrairement aux absences de courte durée qui, elles, ont tendance à augmenter. Ça, c'est ce que montrent les derniers chiffres. Quand on regarde quelle personne ça touche ou quel statut de personne ça touche, aussi bien les ouvriers que les employés, hein, c'est les deux premières colonnes du graphique. Si on regarde par rapport à la tranche d'âge, vous voyez qu'évidemment, plus on est âgé, plus on est touché. D'accord ? Et il faut savoir que déjà en 2016, en réalité ça s'est passé en 2016, pas en 2015, mais il y a eu un changement dans le sens où les coûts pour le chômage sont devenus inférieurs aux coûts pour incapacité de travail. Okay. Donc ça nous coûte plus cher. Okay. Alors, là, je vais avancer. Voilà. En fait, quand on s'intéresse à la réintégration au travail, il y a donc ce paradigme-là, qui est qu'une personne qui est en incapacité, quand on va vouloir qu'elle revienne au travail, il y a des facteurs bloquants et des facteurs favorisant le retour au travail. Les facteurs et ces facteurs, on peut les ranger dans différentes catégories. Vous avez les facteurs médicaux, et professeur Courtine vous a parlé des incitants, je dirais, pour le retour au travail, hein, ce qu'il fallait avoir comme qualité pour le retour au travail. Au niveau des facteurs organisationnels, Anna Betz vous a parlé notamment de faire une politique au niveau des aspects psychosociaux, une politique préventive. Quand elle est là, c'est d'autant mieux pour le retour au travail. Le fait qu'il y ait des possibilités d'adaptation du poste de travail, c'est aussi important, hein, pour un retour ou pas au travail. Il y a des facteurs bien sûr personnels et des facteurs sociétaux. C'est la différence entre les allocations mutuelles par rapport au salaire, hein, qui en Belgique, on a plus intérêt à rester malade, on touche autant en étant malade pratiquement qu'en étant au travail. Je schématise un peu, mais c'est à peu près ça. Bon, en tous les cas, toucher 60%, ça ne... Pardon ? Avec un plafond, oui, tout à fait, mais ce n'est pas, pour certaines personnes, en tous les cas, ce n'est pas incitatif de retourner au travail plutôt que de rester en maladie. Il y a des entreprises qui font des compléments avec des assurances. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, au niveau... pardon, j'ai été trop vite. Donc, au niveau des procédures, ce qui existait avant 2017, il y avait deux procédures. Une procédure formelle, une procédure informelle. La procédure informelle, c'est cette voie-là, qui est finalement une visite donc, en vue de la préparation de la reprise. Hein, donc, c'était la visite de pré-reprise chez le médecin du travail, alors que la personne est encore en incapacité de travail. Nous pouvons voir la personne, l'idée étant d'adapter éventuellement son travail. Okay, donc, par exemple, s'il faut un mi-temps médical ou une reprise à temps partiel, je préfère. Hein, le mi-temps médical, c'est juste une construction des mutuelles, où les mutuelles disent c'est 0, 50 ou 100%. En fait, la loi est beaucoup plus large que ça et permet de dire qu'en réalité, c'est de 1 à 99% pour autant que l'organisation du travail le permette. Donc, on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui revient d'abord à 50%, une semaine, et puis qui augmente à 75%, avant de reprendre en temps plein la troisième semaine. Okay. Pour autant que l'organisation de travail le permette. Ce n'est pas toujours possible. Ensuite vient la reprise partielle ou la reprise complète du travail, hein, avec un examen de reprise du travail chez l'employeur, et ça, chez le médecin du travail, dans les 10 jours qui suivent la reprise effective du travail. C'est ce que dit la loi. Et puis, il y a évidemment le suivi dont parlait Anne, hein, sous forme de la consultation spontanée, où là, on examine les gens, une fois qu'ils ont repris le travail, pour voir que tout se passe bien. Okay. Anne parlait de 2 ans pour suivre le travailleur, ben voilà, ce genre de choses. Cette procédure existe toujours à l'heure actuelle. Okay.
Ce qui n'existe plus, c'est cette procédure-là. Avant, où il fallait 2 certificats de 2 médecins différents pour pouvoir conclure à l'inaptitude définitive d'un travailleur. Ça n'existe plus. Okay. Ça a été remplacé par la procédure de réintégration que je vais expliquer. D'accord ? Et souvent, donc, il y avait le certificat du médecin traitant avec le certificat du médecin du travail. Et donc, on arrivait à ce qu'on appelle une aptitude définitive, mais ça, je vais en parler après. Donc, cette procédure-là, ça, c'est ce qui existe actuellement, donc ça existe toujours, c'est la procédure informelle. L'autre procédure est une procédure un peu différente, où il y a un volet pour le médecin du travail et un volet pour le médecin conseil. Le médecin conseil, en fait, va catégoriser les gens qui sont en incapacité et peut décider à un moment donné, quand il estime utile, de renvoyer vers le médecin du travail pour se poser la question de l'aptitude au travail. Okay. Il est bien sûr hors de question de renvoyer quelqu'un qui a un cancer au travail. Ce n'est pas ça le but. C'est comme ça que ça a été présenté par les journalistes, mais ce n'est pas ça le but du tout. Par contre, quelqu'un qui a fait une autre maladie, ou peu importe, et qui peut recommencer dans son travail ou dans un autre travail, peut être envoyé par le médecin conseil chez nous. Okay. Ce n'est pas pour autant qu'on le remettra au travail. Et donc le schéma, c'est celui-ci. Donc quelles sont les personnes qui peuvent demander ce trajet de réintégration? Il y a bien sûr le travailleur, okay, et le travailleur peut le faire à tout moment, okay, de son incapacité de travail. Il y a l'employeur, pour autant qu'il y ait plus de 4 mois d'incapacité de travail consécutifs. Il y a le médecin conseil pour autant qu'il y ait plus de 2 mois d'incapacité de travail, et le médecin traitant peut le faire évidemment en partenariat avec le travailleur. Et donc ils viennent chez nous pour ce qu'on appelle une évaluation de réintégration. Et là, on va se poser 2 questions. La première question, c'est la question de l'aptitude au travail. La personne est-elle apte ou inapte au travail? Première question. Deuxième question, est-ce que dans l'entreprise où est employée la personne, est-ce qu'il y a la possibilité d'un travail adapté ou d'un autre travail? Et en fonction des possibilités, vous voyez, il y en a 4. Ça correspond en fait aux 4 cases, aux 4 possibilités de décision que l'on a en tant que médecin du travail. Il y en a une 5e, qui est de dire que le trajet de réintégration n'est pas opportun au moment où on voit la personne. Donc on met les choses en suspens, quelque part. Parce qu'il y a encore un traitement, par exemple, qui doit venir, ou encore un examen qui doit être fait, ce genre de choses. Donc voilà le formulaire, vous voyez, les 4 possibilités, A, B, C, D, et la 5e, donc le E. Donc ça, on est ici. Dernière chose, et ça c'est une nouvelle chose qui a été introduite dans la loi, c'est que dans certains cas, quand la personne peut reprendre, il va falloir que l'employeur fasse un plan. Autrement dit, nous on dit la personne peut reprendre, l'employeur va devoir dire dans quelles conditions le travail va se faire. Okay. Donc comment pratiquement, quelles sont les modalités pratiques de la reprise? Est-ce que c'est une reprise en mi-temps médical pendant un certain temps? Est-ce que c'est une reprise à temps plein? Est-ce que c'est un changement de fonction avec éventuellement perte de salaire ou adaptation du salaire? Voilà, tout est ouvert en tous les cas. Et tout ça doit se discuter évidemment d'abord en concertation avec le médecin du travail et le travailleur. Et puis alors, chacun va devoir se positionner. L'employeur, bien sûr, qui va proposer le plan, et le travailleur aussi qui va devoir donner son accord ou pas. S'il donne son accord, ok, les 2 parties sont d'accord, et donc à ce moment-là, le plan va pouvoir entrer en vigueur à la date qui aura été convenue par les parties. Par contre, si le plan n'est pas accepté, merci, par le travailleur, alors à ce moment-là, le travailleur va devoir justifier pourquoi il n'est pas d'accord, et dans les 2 cas, ce plan va nous être transmis et nous on le transmet à la mutuelle.
Okay. L'idée, et si on pousse le bouchon ou le raisonnement un peu plus loin, c'est de dire que si la personne n'est pas d'accord pour des motifs qui sont injustifiés ou qui ne sont pas relevants, la mutuelle pourrait très bien arrêter les indemnités. Voilà. Et ma guide de bloc avait prévu aussi des sanctions pour l'employeur qui ne propose pas de plan alors que raisonnablement il pourrait le faire. Okay. Pour le moment, ça n'est pas encore mis en œuvre, mais ça le sera probablement prochainement. Les recours, donc les recours contre une décision de l'employeur, ça c'est le tribunal du travail. Contre une décision du médecin du travail, c'est en général le contrôle du bien-être, l'ancienne inspection du travail. Okay. Alors, maintenant, on est à presque 2 ans de pratique de cette réintégration au travail, et qu'est-ce qu'il en ressort au niveau du terrain? C'est qu'en général, au niveau des demandes, c'est essentiellement les employeurs et les travailleurs qui demandent, plus rarement les médecins conseils et les médecins traitants. On peut dire que la moitié des cas viennent des employeurs et travailleurs. Et au niveau des décisions, c'est souvent l'inaptitude définitive. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'inaptitude définitive? Parce que c'est la seule voie pour constater cette inaptitude définitive. Okay. La voie informelle, on ne peut pas l'utiliser pour reconnaître une inaptitude définitive. On ne peut pas donner de décision telle quelle. Il faut suivre cette procédure-là. Okay. Donc on est un peu coincé, c'est pour ça qu'il y a un nombre assez important. Okay. Et vous avez les autres décisions, donc soit les inaptitudes pour le travail convenu, mais donc on peut faire un autre travail ou un travail adapté au sein d'entreprise, ou alors qu'il n'est pas opportun de débuter un trajet de réintégration. Voilà, et vous avez mon mail là au-dessous si vous voulez me joindre pour de plus amples informations